questions sur... mais peut-être juste avant de céder la parole au public, juste savoir quelles sont les prochaines étapes maintenant pour la clause. Donc la publication du livre, on doit rendre le manuscrit en français mi-mars et en anglais fin mars. Ensuite, à la fin, le 8 mars, on va faire une réunion au Parlement européen, une petite soirée au Parlement européen sur les luttes et les victoires féministes en Europe, avec certaines des femmes qu'on a rencontrées dans les différents pays, et une deuxième table ronde sur la faisabilité juridique de la clause de l'européenne la plus favorisée, parce qu'évidemment, ça ne va pas de soi de faire un tel projet, enfin, d'un point de vue juridique. Donc on va y réfléchir avec une commissaire européenne et un professeur de droit européen qui nous accompagne dans cette histoire-là depuis déjà 15 ans, qui est Jean-Luc Sauron, qui est par ailleurs conseiller d'État, qui s'occupe du contentieux en droit européen. Alors, il faut qu'on dise qu'il est conseiller d'État, mais il l'est. Alors, hélas, il a eu un petit accident, il était opéré, donc. Mais j'espère qu'il pourra venir quand même discuter de la faisabilité juridique le 8 mars. Ensuite, on publie le livre. Et fin 2023, on organise un colloque européen avec tout le monde, et on voudrait le faire à Nantes. Oh, ils ont trouvé ça très bien au ministère des Affaires étrangères, parce qu'ils ont assez que tout se passe tout le temps à Paris, sous prétexte que... Et puis il y a eu la volonté politique aussi de faire quelque chose, c'est très bien. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Et puis, évidemment, le 8 mars, là, au Parlement européen, ça va être un peu d'aller réactiver tous les groupes qui ont inscrit la clause de l'européenne la plus favorisée dans leur programme, parce que, à notre grande... Gisèle était également très désolée, mais je vous ai dit donc que tous les partis, à l'époque, en 2009, du parti de gauche à l'UDF, avaient repris la clause de l'européenne la plus favorisée. Emmanuel Macron a repris avec La République en Marche et avec Renew. Renew, c'est le groupe européen, au niveau européen, de l'équivalent de la République en Marche, donc ça s'appelle Renew. Et Renew a repris la clause de l'européenne la plus favorisée. Alors c'était assez marrant, parce qu'ils ont mis exactement le plan de notre étude pour présenter la clause de l'européenne la plus favorisée, sauf qu'ils ne l'ont pas appelée la clause de l'européenne la plus favorisée, sauf qu'ils ne rappellent pas vraiment qu'il faut harmoniser par le haut et que ça serait contraignant. Et que surtout, comble de l'horreur, enfin de l'horreur pour Gisèle, parce qu'il y avait une petite rivalité, ils ont appelé ça le pacte Simone Veil. Alors quand on a dit à Gisèle Halimi, alors donc, parce que Emmanuel Macron allait annoncer ça en disant ça ne sera pas contraignant, il voulait que ça ne concerne que l'éducation, que ça concerne le monde entier, n'est pas Jupiter qui veut. Et donc ça allait s'appeler, pour finir, le pacte Simone Veil, et Gisèle Halimi a dit mais il n'a rien compris. Et donc non, il n'avait pas compris. Et surtout, Gisèle, il y a toujours un petit truc, parce que Simone Veil est très consensuelle comme féministe, en fait. Elle est très reconnue, elle a eu son hommage direct, elle a eu sa panthéonisation sans hésiter, et Gisèle attend encore d'un hommage national, parce qu'elle a eu pour l'instant un tweet national, un tweet de Macron, mais c'est tout. Et notre hommage sur France Inter le 4 avril, où on a pu dire, voilà, mais Gisèle Halimi était d'autant plus énervée qu'il appelle ça le pacte Simone Veil, que Simone Veil était contre l'idée de la clause de l'européenne la plus favorisée. Que Simone Veil trouvait que ça allait trop loin, que c'est pas du tout quelque chose qu'elle se voyait faire ou imposer à des pays, où enfin, le degré d'exigence et de radicalité féministe de Gisèle Halimi, Simone Veil, elle ne le partageait pas du tout. Donc ils appellent ça pacte Simone Veil. Ils ont fait une grande manifestation le 1er février dernier, là, au Parlement européen, sur le pacte Simone Veil, entre eux, que des Renew. Et donc, mais les équilibres font qu'il faut qu'on leur parle et qu'il faut qu'on essaye de réactiver aussi avec eux le fait d'harmoniser par le haut les droits des femmes dans l'Union européenne, parce que la situation elle est catastrophique dans certains pays, et qu'on ne va pas se disputer sur est-ce qu'on appelle ça pacte Simone Veil ou est-ce qu'on... Sachant que par exemple on veut inscrire depuis longtemps, on avait fait une tribune avec Gisèle pour dire qu'on voulait inscrire le droit à l'IVG dans la charte des droits fondamentaux, qui s'imposerait, alors ça serait très bien si ça rentre dans la Constitution française,
via la proposition de Mathilde Panot, mais une inscription dans la Charte des droits fondamentaux, ça a la même valeur. Ça s'inscrira dans le bloc de constitutionnalité, ça aura la même valeur, mais ça pourrait être valable pour toutes les autres européennes. Alors, l'heure est aux questions. Qui veut se lancer? Allez-y. N'hésitez pas. Pas de questions. Allez-y. Vous avez parlé de l'Espagne tout à l'heure, c'était fort étonnant, enfin, pour moi du moins, cette avancement. Pardon. Comment vous l'expliquez aujourd'hui et quelle preuve on en a en fait? Quelle preuve que ça marche? Oui. D'accord. Oui, parce qu'il y a l'intention et puis vous disiez tout à l'heure, il y a aussi ce qui se passe réellement dans la vie des femmes. Dans les lois. Alors, quelle preuve on en a? C'est la réduction des féminicides. Dans les termes nouveaux qui sont arrivés depuis 2008, il y a la notion de féminicide. Donc, le nombre de féminicides en Espagne a été divisé de moitié, et même plus de la moitié. Donc, c'est la preuve que ça marche. Le nombre de procès posés aux hommes de violence auprès des femmes aussi est beaucoup plus élevé qu'en France. En France, c'est très peu. Alors que je pensais que ce sont des mesures simples à appliquer. L'Espagne le fait. Et alors, comment ça a marché ou comment ça a pu... Enfin, il y a plein de choses comme ça, très avancées en Espagne. Et comment ça a été rendu possible? Vous êtes étonnés parce que c'est pas dans vos représentations, c'est ça, de l'Espagne, un peu machiste, etc. Mais en fait, il y a d'abord un changement politique, avec un gouvernement qui va prendre en considération vraiment ces questions-là et qui va décider de le faire. Et puis, il y a beaucoup, dans tous les pays où ça bouge, il y a souvent des événements choquants qui se produisent. Et là, en l'occurrence en Espagne, c'était le viol collectif d'une jeune fille par des jeunes hommes qui se faisaient appeler la meute et qui vont violer collectivement cette jeune femme en disant qu'elle est consentante. Et ce drame va rendre la société complètement folle, qui va descendre dans la rue, qui va manifester, qui va dire que ça n'est plus tolérable. Donc il y a une pression énorme comme ça du mouvement féministe, du mouvement citoyen, c'est-à-dire des gens qui se disent que ça n'est plus supportable, qui manifestent ça. Et dans le même temps, il y a eu l'organisation de Podemos et le fait que Podemos va être intégré au pouvoir et que les féministes à l'intérieur du mouvement Podemos vont être initiés énormément de lois. Des jeunes ministres, des militantes qui donnent une vraie vision très nouvelle. Donc je pense que il faut qu'il y ait cette pression-là et cette volonté politique. Donc il faut aussi que les gens se mettent à croire à nouveau à la politique ou se décident à aller voter et à voter pour des gens qui vont dire qu'ils vont faire les choses et qui vont réellement les faire. Oui, c'est difficile, c'est une conjonction de plusieurs choses. Et les moyens? Le budget en Espagne, oui. C'est 260 millions pour l'égalité et en France c'est 30 000. 262 millions en Espagne et 32 millions en France. Enfin, je ne sais pas les derniers chiffres, si c'est cela, mais en grosso modo, c'est ça en fait. C'est qu'il y a des moyens qui sont faits, qui sont bien supérieurs, et surtout si on les ramène au nombre d'habitants du pays. Donc en fait, c'est une vraie volonté politique avec des vrais moyens financiers, parce que les pratiques, les politiques, les textes législatifs avancés, on les connaît. Donc on sait comment faire. On n'a pas à inventer quelque chose. Si on s'intéresse vraiment à ce qui se passe à côté, à ce qui marche, et qu'on se dit qu'on va l'appliquer à notre tour, alors ça marche. Et une fois de plus, Gisèle disait tout le temps, on n'invente rien. On n'est pas en train d'inventer quelque chose de nouveau. On regarde ce qui fonctionne ailleurs. Et on fait le pari que si ça marche ailleurs, ça peut marcher dans tous les autres pays aussi. Et les gens qui ne veulent pas nous disent « Ah mais non, c'est pas possible, c'est une question de culture. » On nous oppose l'argument de culture. C'est vrai, il y aurait des cultures où ça serait beaucoup plus supportable de voir mourir une femme tous les 3 jours sur les coups de son compagnon que dans d'autres cultures où on le supporterait moins bien.
Voilà, il s'agit de garder la vie des individus, de permettre... D'autres questions? Profitez-en. Bonsoir. Moi d'abord, je veux vous dire un grand merci pour la qualité de votre intervention. J'ai trouvé ça passionnant. Votre manière d'expliquer, la manière que vous avez de parler, l'intelligence, la clarté du propos, ça fait vraiment plaisir. Et je vais vous poser une question plus par rapport au petit tour que vous avez fait en Europe dernièrement. Vous disiez que vous étiez allé dans des pays justement où il y a beaucoup plus d'attaques aujourd'hui par rapport aux associations féministes, etc. Je voulais savoir justement par rapport aux associations que vous aviez pu rencontrer, est-ce que justement elles avaient elles-mêmes revu entre guillemets leurs revendications à la baisse du fait que dans les sociétés il y avait une forme de recul majoritaire, ou est-ce qu'elles portaient toujours le même type de revendications sur lesquelles vous pouviez vous retrouver, et comment est-ce que, quel regard elles portaient par rapport à ça, comment est-ce qu'elles expliquent, quels facteurs pour elles expliquaient les reculs qu'on pouvait enregistrer dans ces pays-là par rapport aux droits des femmes. Les reculs dans leur pays? Dans leur pays, ouais, je parle. Mais je crois qu'en fait, quand je parle de... Alors merci d'abord pour ce que vous me dites de très gentil et qui me touche beaucoup. Et merci de votre écoute et vous être déplacés, d'être venus tous et toutes pour ça. Ce que vous évoquez là, c'est la partie certainement la moins joyeuse de tout ce qu'on a traversé là dans le tour européen. C'est vraiment... il y a plein de choses en fait à la fois. Alors peut-être la première, nous, c'était d'arriver en disant on vient écouter ce que vous faites de bien dans votre pays. Avec la logique de il ne faut pas qu'on arrive en disant nous la France c'est génial. En Bulgarie, il y a une fille qui m'a dit, une dame dans une association m'a dit mais vous ça se passe vachement bien, il n'y a pas de problème, l'éducation sexuelle. Et je dis chez nous une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Et elle me regardait en me disant mais non c'est pas possible. Ou un jeune homme en Lettonie qui me dit alors racontez-nous comment ça se passe parce qu'on m'a appris à la faculté que nous avons 50 ans de retard sur vous. Et je dis non, vous n'avez pas 50 ans. Dans le procès de Bobigny, le texte qu'on a d'ailleurs réédité récemment, c'est les minutes du procès. Gisèle Halimi, c'est un des professeurs de médecine qu'elle a fait venir témoigner, dit pourquoi est-ce qu'il ne se passe pas en France ce qui se passe en Pologne, où on peut avorter n'importe comment, à n'importe quel moment, sans demander de compte et sans justifier quoi que ce soit. Donc en fait, on a tous des représentations sur les autres pays, et en réalité, on est en retard. On n'est pas en avance, et puis de toute façon, ça changera. Parce que une Marion Maréchal Le Pen qui arrive, ou un Zemmour, il fera du Orban. Donc en fait, c'est très précaire, nos droits et nos avancées. Et donc, nous, on voulait vraiment dire, on vient, on vous écoute, et dites-nous qu'est-ce qui se passe de bien chez vous. Et arrivé en Hongrie, on se dit, on va continuer, et on a bien compris qu'il ne se passe pas grand-chose de bien. Et on leur pose la question, qu'est-ce qui se passe de bien chez vous à 4 féministes qu'on rencontre dans un café juste devant le Parlement. Et il y en a une qui se met à rire et qui dit, mais vous les femmes de l'Ouest, vous comprenez rien. Mais vraiment quoi, enfin, elle me dit ça, mais vraiment avec colère quoi, amusement, ironie quoi, et dans un truc qui est très violent. Je me doute bien qu'il ne se passe pas grand chose de bien sous Orban pour les droits des femmes, mais je ne veux pas être... je lui pose pas la question complètement naïvement quoi. Et le lendemain d'ailleurs elle va me dire bon j'espère que tu l'as pas mal pris etc. On va aller visiter le centre dont elle s'occupe. Donc il y a cette idée là de comment est-ce qu'on parle des choses dans un pays avec un régime autoritaire, rétrograde, réactionnaire. Comment on fait quand on arrive d'un pays où les choses paraissent bien et libres. Et la difficulté à trouver les mots, c'est qu'elles vont s'interdire un certain nombre de mots. Dans leur travail d'associations féministes, elles sont salariées dans leurs entreprises, dans leurs associations, elles vont s'interdire des mots. Alors on sent un truc bizarre, on est dans une asso féministe et elles parlent que de grossesse. Elles parlent que d'éducation de l'enfant. On va sur leur site, et sur leur site on voit des petits chaussons de bébé avec des petits pieds de bébé. On voit des femmes avec des ventres, des femmes enceintes. Et on se dit, mais on est tombé où là en fait c'est quoi le... On commence à penser, nous, un truc, le planning familial, vous n'avez pas 2 secondes ça. Vous n'avez pas... la question, c'est pas la maternité, mais quand le planning familial s'est créé, et qu'elles sont allées déposer les statuts pour créer le planning familial,
elles sont arrivées à la préfecture de Paris en disant on vient créer une association qui s'appelle la maternité heureuse. Évidemment qu'elles appellent ça la maternité heureuse, puisque l'avortement est interdit. Et qu'il ne faut pas arriver en disant bah voilà, ça s'appelle le planning familial, on vient, etc. Ben non, 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 c'est pas possible. Donc en réalité, on met du temps à comprendre, en Slovaquie aussi. En Slovaquie, en Hongrie, les femmes qui font de l'information pour l'IVG ou pour la contraception, c'est à travers des sites qui en réalité ont l'air de trucs particulièrement pro-life. Donc déjà, il y a les mots n'ont plus le même sens en réalité. Quand ils bloquent sur le mot genre sur la Convention d'Istanbul, il vaut mieux pas effectivement avoir des interrogations sur son genre dans ces pays-là en ce moment. Et quand on était là encore en Hongrie, il était interdit, enfin il venait d'interdire le fait de porter le drapeau arc-en-ciel. Et donc il y avait des jeunes, il y en avait un jeune homme qui avait un t-shirt avec un arc-en-ciel, et il y avait marqué fier d'être un objet de propagande. Et en réalité, il y a ça, il faut se cacher. Donc il se cache en prenant les mots de maternité, etc., d'homme-femme, etc., pour tenir le cap, mais derrière, ils sont dans la résistance. Et ça donne des choses avec des gens qui s'épuisent, comme la présidente du planning familial polonais, qui nous reçoit pendant 1 heure, qui est une femme qui doit avoir 65 ans, qui a l'air extrêmement fatiguée. On est au mois d'août, elles sont que 2. Il y a un jeune homme aussi qui vient de commencer à travailler avec elle. Son téléphone va sonner à 6 reprises pendant l'heure d'entretien qu'elle nous accorde. C'est toujours des gens qui sont plutôt soit d'Ukraine, des personnes qui arrivent d'Ukraine, qui téléphonent pour la remercier, ou qui téléphonent parce qu'ils ont une urgence, ou etc., parce que la présence des réfugiés ukrainiens est présente partout. Enfin, elle est forte partout. Elle est épuisée littéralement, et elle me dit on n'est que 2 et vous trouverez personne d'autre. On devait voir Martha Lampard, qui est une des grandes figures de la lutte là pour l'IVG, et elle dit on a demandé à toutes les militantes de ne rien faire pendant 1 mois. Pendant le mois d'août, c'est vous arrêtez tout sur le militantisme pour l'IVG, etc., parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'elles sont exténuées. Et Ursula, qui est une jeune femme qu'on a rencontrée, qui s'occupe du plaidoyer au planning, qui travaillait donc avec, j'ai oublié son prénom, Madame Kakpora, elle me dit, moi j'étais à Paris, j'étais étudiante à Paris, quand la Pologne est rentrée dans l'Union européenne. Et elle s'est dit, c'est génial, ça va être génial, on arrive, on entre dans l'Union européenne, notre vie va changer, ça va être incroyable. Et elle dit, maintenant je n'en peux plus des réunions où j'entends des ministres des droits des femmes, elle me dit comme, elle parlait de Moreno, la dernière, du dernier mandat, et elle dit, je suis sortie parce que j'ai trouvé son propos tellement creux et tellement vide. Et elle dit, mais enfin, elle n'y croit pas, quoi, l'Union européenne, etc., elles sont épuisées, littéralement épuisées. Et quand on demande à cette féministe qui a une fille de 15 ans en Hongrie, là, celle qui me disait « vous les femmes de l'Ouest, vous ne vous rendez pas compte », elle me dit, je lui dis « mais c'est quoi qu'est-ce que vous espérez pour le futur, pour les années à venir ?» Et elle dit « j'espère que je ne serai pas obligée de quitter mon pays ». Et en fait, ces choses-là, en fait, alors quand vous les additionnez, et en Lituanie, alors mon anglais, je prends des cours d'anglais, mais quand même j'ai du mal, quand on parle trop vite en anglais, c'est parfois un peu compliqué. Et en Lituanie, on rencontre une féministe qui est une présidente d'une association, directrice d'une association, qui vient nous parler, elle n'arrête pas de parler, au moment je me demande si je comprends bien ce qu'elle est en train de me dire, si réellement je comprends ce qu'elle est en train de me dire. Donc je lui fais répéter, et après je m'interromps pour demander à Manon, en français, je lui dis « mais t'as bien compris la même chose que moi ?» Et elle me dit « oui, ben oui, l'idée c'est de dire que on stérilise les femmes handicapées en Lituanie, et que ça ne pose pas de problème à la population. Il y a eu des enquêtes dans plusieurs grandes villes où les gens disent que c'est normal, la stérilisation des femmes handicapées. Et nous, on rentre
on rentre dans notre Airbnb et on commence à regarder stérilisation des femmes handicapées parce qu'on a beau être féministe, travailler dans ça à titre bénévole, lire des choses, etc. Mais c'est encore dans la loi dans beaucoup de pays, y compris en France. Mais sauf qu'on a été condamné et qu'on ne le fait plus. Mais dans le cadre d'une curatelle ou d'une... voilà, on peut décider de faire stériliser une personne handicapée. Donc c'est bouleversant parce qu'on se dit mais c'est pas possible, en réalité c'est effrayant ce qui se passe. Et l'Union Européenne, elle est super loin. La jeune fille avec qui je travaille sur le droit du travail, elle me dit, c'est comme, alors elle est géniale parce qu'elle est pleine d'enthousiasme, elle fait sa thèse en droit du travail, elle me dit, mais c'est hallucinant, elle me dit, le nombre de directives sur l'égalité salariale, sur le truc et tout ça, mais il se passe rien. Il se passe rien. Donc c'est quoi cette Union Européenne qu'on nous vend comme le truc, etc. Si on se dit, nous, enfin, pas étonnant que les gens aient plus tellement envie d'aller voter. Mais par contre, il faut se dire, bah ok, d'accord, alors on en fait quoi? Soit on est derrière, on est traîné, Marine Vallée, soit on se dit, ok, on y va. On se retrousse les manches, on se remet à faire de l'anglais, et on discute et on dit que c'est possible de faire autre chose, d'inventer autre chose. Enfin, excusez-moi, je suis intéressante, hein, mais on va à l'ambassade, on est reçu avec un institut français à Sofia, en Bulgarie, parce que donc tout le temps il y a des gens qui viennent nous recevoir, alors plus ça va et plus ça fait de l'effervescence, on peut faire aussi une cartographie des ambassadeurs qui y croient, et de ceux qui y croient pas des masses. Et là on a un jeune monsieur qui nous accompagne à l'Institut français, qui a un rôle dans l'ambassade important, il nous a préparé les rendez-vous, etc. Et donc ce premier rendez-vous, et donc je lui explique le principe de la clause de l'Européenne la plus favorisée. Enfin j'explique ça à la dame en anglais, et il me regarde et il me dit non mais ça c'est pas possible. Il dit c'est pas possible ça. Je dis bah non, pourquoi c'est pas possible? Il me dit bah parce qu'en fait c'est absolument pas les compétences, c'est absolument pas pensable de faire un truc pareil, harmoniser, arrêtez tout de suite quoi, ça va pas marcher votre truc. Et je dis non mais c'est un projet politique, donc en fait il faut qu'on milite pour que ça devienne possible. Et il avait l'air naufragé là, il me regardait en disant oh c'est hallucinant. Donc en fait, il faut le comprendre, c'est pas un truc qu'on n'arrive pas, bon, on bricole, on est des citoyens, on bricole, des citoyennes, on bricole, on fait notre truc, on y là, bon, au début, il y a certes Gisèle Halimi qui veut créer la dynamique. Et donc, dernière anecdote, et après j'arrête. Quand on était avec Gisèle au début, quand on a commencé à travailler sur la clause, au début j'étais un peu seule sur le truc et je lui avais écrit 50 petites pages. Et Gisèle était en train d'écrire La Caïna, un de ses romans. Et donc elle n'avait pas vraiment le temps et tout ça. Et puis un jour elle me dit ah on va être reçu par c'est l'université d'été du PS Wallon. Ils font 3 jours d'université d'été que sur les droits des femmes. Je dis ah ben, le jour où ça arrive en France, une université d'été que sur le féminisme d'un parti politique, waouh, bravo les gars. Donc on y va et Gisèle dit alors vous aviez écrit des choses, alors je dis oui j'ai fait 50 petites pages de ça, donc un truc ça tient pas là, on tient pas 2 secondes. Et alors elle arrive et puis donc là grande salle et tout ça et Gisèle il va et dit nous avons rédigé la clause de l'Européenne avec les favorisés, grands applaudissements, etc. Et moi j'étais là, bon je passe les détails et on rentre, donc on avait une voiture avec la présidente du Sénat belge que Gisèle connaissait qui avait mis à disposition son chauffeur pour nous ramener. Et donc je dis à Gisèle, mais Gisèle, vous avez dit on a écrit la clause de l'Européenne la plus favorisée, je dis en l'occurrence, moi j'ai écrit quelques petits trucs, je suis pas sûre que ça tienne vraiment la route, ça me semble peut-être un peu fou. Un peu fou d'avoir dit ça quoi. Et elle me regarde, elle me dit, enfin, je me regarde, elle me dit ah oui je vois, elle me dit vous avez l'impression que c'est un peu fou parce que c'est historique. Donc en fait elle est complètement folle quoi en fait, donc ça va pas du tout et en fait alors je suis restée médusée en la regardant et je me suis dit mais en fait cette femme là que je connais par la guerre d'Algérie, cette femme que je connais par le procès de Bobigny, cette femme que je connais, cette femme qui est arrivée dans ma vie en fait par cette image où elle est à la sortie du procès de Bobigny avec Marie-Claire, quelqu'un, etc. Cette femme, en fait, a fait l'histoire des droits des femmes, et cette femme sait ce qui est historique. Et donc, elle me voit réfléchir, et je voyais qu'elle se marrait intérieurement, et elle me dit, donc, je l'aime. À partir de maintenant, vous ne faites plus que ça.
Elle dit, ok, elle m'a dit, fini les activités syndicales, fini les, etc. Vous faites plus que ça? Je dis, oui d'accord, je fais plus que ça. Peut-être une question sur l'engagement, vous en parliez, l'engagement des femmes en politique pour porter, peut-être pas forcément la clause de l'européenne la plus favorisée, mais en tout cas pour défendre les femmes, essayer de favoriser l'égalité, qu'est-ce qu'il en est? Et je précise que vous-même, enfin c'est pas un secret, vous avez été élu en conseil municipal, puis régional. Alors, là encore, donc Gisèle a fait, je réponds sérieusement, le truc sur la parité, la loi sur la parité, c'était vraiment un travail que Gisèle avait voulu mettre en œuvre, etc. Elle y avait travaillé avec une équipe. Le principe de choisir, c'est de nourrir des propositions de loi, en quelque sorte, en réalité, même propositions de directive, là, actuellement. Donc elle croit beaucoup au fait qu'il faut nourrir et alimenter le débat de société pour nourrir et alimenter la loi et le droit, puisqu'elle pense que entre le faible et le fort, comme dit le révérend Père Lacordaire, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui a servi et c'est la loi qui libère. C'est-à-dire que pour garantir des droits aux plus vulnérables, il faut la loi. Parce que sinon on est dans le libéralisme le plus total et il n'y a pas de loi, etc. Donc, convaincu par ça, on nourrit la loi. Donc, il faut traduire politiquement ces propositions de loi, puisque c'est les politiques qui vont les faire. Donc, il faut que des femmes s'engagent en politique, ou au moins des féministes s'engagent en politique. Donc, elle dit qu'il faut s'engager en politique. Et quand, par exemple, moi, je lui dis, Gisèle, je me suis dit que j'allais rentrer au Parti Socialiste pour faire de la politique, là, elle m'engueule. Elle me dit, mais non, vous n'avez pas fait ça, etc., etc. Parce qu'elle ne garde pas de très bons souvenirs de Mitterrand. Voilà, enfin, mais c'est pas un secret. Hein, et qu'elle a en détestation les partis politiques. Elle déteste... elle raconte ça dans un livre que je vous recommande. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être... Enfin, ils sont tous hyper intéressants, mais Une embellie perdue, ça s'appelle. Une embellie perdue, elle raconte comment elle a fait son mandat de députée, parce qu'elle a été députée. Et donc, elle raconte toute cette histoire, et elle raconte comment elle ne supporte pas la cuisine des politiques. Elle ne supporte pas qu'on lui demande de renoncer, par exemple, à la gratuité totale pour l'IVG. Elle fait ça, et personne dans son groupe politique ne l'écoute, ne veut qu'elle parle de ça, et au contraire, la réunion du groupe politique s'organise pour la dégommer. Et c'est organisé, c'est orchestré, c'est-à-dire qu'on a l'impression, peut-être que ça parle à certains et certaines, on a l'impression parfois dans le monde politique que vos plus proches, a priori les personnes qui partagent les mêmes convictions que vous, sont vos pires ennemis. Elle est assez sans illusion sur ça. Ça s'appelle Une embellie perdue, aussi parce que donc elle déplore que le tournant de 83 de Mitterrand, etc. Et aussi parce qu'elle expérimente par elle-même le fait que, en réalité, la politique ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Elle devrait servir à mettre en valeur des gens qui s'enthousiasment et qui veulent participer et qui veulent faire des choses, mais qu'au contraire, elle nourrit de façon, et d'ailleurs, assez, dans les stéréotypes, assez, les clichés un peu de rivalité masculine, les femmes en politique peuvent avoir un comportement qui s'apparente finalement à un comportement presque masculin, de prédation, etc., etc. Donc elle est sans illusion sur ça, mais par contre elle pense qu'il faut quand même en faire. Donc c'est compliqué. Hein. Et, alors nous, dans l'exemple, quand on fait le chapitre sur la politique, on se rend compte que alors il y a le gros débat sur est-ce qu'il faut faire des quotas, est-ce qu'il faut faire la parité, etc. On se rend compte de la vertu malgré tout de la loi sur la parité, mais dans des pays comme le nôtre, parce que dans les pays du nord de l'Europe, un mandat n'est pas un métier, on n'est pas élu à vie, on peut décider de s'arrêter de faire de la politique même quand on est un homme. Moi je devais avoir une interview avec quelqu'un des Pays-Bas, et le monsieur, il me répond, le député, j'ai eu sa secrétaire, la personne qui est au Parlement, et qui me dit « Ah non, c'est la semaine avec son petit garçon, vous l'aurez directement sur son portable, je vous le donne. » Et il me donne le portable, et le monsieur, il est au square avec son petit garçon. C'est un élu.
le truc de science-fiction, quoi, il faut être plus simple pour nous. Voilà, on n'y voit pas. Enfin bon, malgré tout, il y en a, on sent, ils essayent de modifier un petit peu ça, mais on voit bien l'inscription dans des mandats, là, c'est comme des charges, en fait, on a l'impression que c'est des carrières, oui, voilà. Donc ça, il faut que ça change, et c'est difficile d'essayer de le changer. Je ne sais pas si la loi peut changer enfin, elle peut réussir effectivement les scrutins de liste, la parité, etc. Après, il existe des moyens pour faire des listes jumelles, enfin des endroits où on met des territoires où on est sûr qu'on peut avoir un député, on s'arrange pour avoir autant de candidats de femmes que d'hommes. Et dans ceux qui ne sont pas gagnables, on s'arrange pour avoir, etc. On voit tout le temps le suppléant ou la suppléante du député qui n'est pas du même sexe, et puis tout à coup on se rend compte qu'il y en a un, bah si, il a quand même mis un homme. Bon, ces trucs-là, je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Il y a aussi quelque chose dans les partis politiques qui doit se produire. Et en Suède, il existe un parti politique qui s'appelle Féministe. Enfin, Feminista, avec un point d'exclamation, et qui est un parti féministe. Essentiellement, c'est intéressant à savoir. D'autres questions ? Que la Suède a régressé comme ça. Comment expliquer quoi ? Que la Suède régresse. Alors là, je sais pas tellement vous dire. La xénophobie est très probablement. Je sais pas. Il y a l'impression. Je crois comprendre que le sentiment de déclassement social, et notamment des classes moyennes, etc., peut rendre les gens plus ouverts à des propos xénophobes, à une pensée xénophobe. Le fait aussi peut-être d'avoir, je sais pas, d'avoir le sentiment que ce déclassement est lié justement à des partis politiques qui n'ont pas tenu leurs engagements et qui ont créé de la désillusion. Et du coup, le choix soit d'arrêter d'aller voter, soit de voter pour radicalement le contraire. Et puis la montée de la xénophobie. Je pense qu'il y a ça, en fait. Puis le déclassement social, peut-être le sentiment que les gens vivent plus difficilement, plus dans la précarité. La peur et l'angoisse aussi de ce qui se passe internationalement. Je pense qu'il y a peut-être un monde politique qui n'est plus tout à fait en phase avec un monde qui s'effondre d'une certaine façon. En tout cas, le monde tel qu'il existait avant est définitivement en train de s'effondrer, et définitivement il va falloir penser la politique autrement. Tu parlais tout à l'heure du municipalisme, hein, enfin et je parlais avec l'élu, avec Camille. D'une charte qui a été créée en 2006 qui s'appelle la charte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, qui est une charte européenne, et dans laquelle en fait des municipalités de tous les pays de l'Union européenne échangent leurs bonnes pratiques pour se dire voilà, nous on fait ça comme ça, etc. On a signé cette charte et on veut que notre ville appartienne à la charte et fasse des choses bien en termes d'égalité femmes-hommes. C'est peut-être, à mon avis, l'échelon local. Et enfin, c'est pas que mon avis, hein, c'est l'avis général. L'échelon local va devenir déterminant pour répondre aux enjeux d'effondrement global qui se précisent. Mais c'est assez enthousiasmant. Hein. J'ai été interpellé tout à l'heure sur l'un de vos transparents, sur un terme que je ne connais pas. Donc je voulais savoir si vous pouviez me donner la définition. Je pense que c'est un mouvement qui s'appellerait le wokisme. Marc André, moi aussi je suis très nul. Non, c'est très bien, bravo. Le wokisme. Oui, j'ai mis depuis 2008, il y a des termes nouveaux qui sont apparus et qui sont venus alimenter un peu le débat. Et aussi bouleverser un peu, notamment le féminisme. Et de façon très intéressante, à mon sens.
Et le wokisme, qui vient des États-Unis, ce mot-là, en fait, désigne les personnes qui prennent conscience, prennent conscience qu'elles sont victimes d'une discrimination, elles prennent conscience de leur appartenance à un genre, de leur appartenance à une classe, à une race, etc. Et elles s'éveillent à ça. Donc ça donne le wokisme, qui n'est pas défini comme tel, ou qui n'existe pas comme tel, mais qui est désigné pour montrer le fait qu'on se réveille à quelque chose, on prend conscience de quelque chose. Et les adversaires du féminisme se sont emparés de cette notion-là pour traiter de woke, pour en faire une insulte, pour en faire quelque chose qui disqualifie le mouvement féministe dans ce qu'on appelle un autre mot qui est arrivé, qui était présent peut-être dans les esprits, mais pas forcément dit, qui est l'intersectionnalité. C'est-à-dire se dire que les discriminations qu'on souffre comme femmes sont accrues par d'autres formes de discrimination liées à votre race, votre classe, votre éventuellement handicap, votre orientation sexuelle, le fait que votre genre, le genre que l'état civil vous assigne n'est pas nécessairement celui que vous reconnaissez, etc. Toute cette intersection de discrimination, on en prend conscience dans le wokisme. Et donc, les adversaires les plus férus, dont Ludovine de la Rochère, qui était en conférence à Nantes le 8 février 2023, qui a fait une conférence qui s'appelle l'idéologie woke, logique d'une déconstruction. Elle utilise elle-même les mots utilisés par le féminisme et par le wokisme de déconstruction, c'est-à-dire déconstruire les schémas patriarcaux, etc., pour elle attaquer ce qu'elle appelle l'idéologie woke. En fait, dès que vous savez que vous avez affaire à un adversaire du féminisme, il utilise devant le mot idéologie. Idéologie woke, idéologie du genre, idéologie LGBT, idéologie, etc. de l'intersectionnalité. Donc en fait, ces termes-là de wokisme, d'intersectionnalité, etc., ils sont très intéressants parce que, à mon sens, ils remettent en cause un féminisme qui peut être effectivement blanc, bourgeois, on dit le féminisme blanche bourgeoise qui décide, etc., et qui oublie qu'il y a d'autres formes de féminisme et que quand on est une féministe qui passe dans les grands médias, qui appartient au CAC 40, qui est représentante, qui appartient à une grande fortune, etc., et qui se revendique féministe, oublie peut-être, très probablement, des tas d'autres femmes qui subissent des discriminations et que tous les féminismes ne sont pas, entre guillemets, réellement un féminisme global, enfin un féminisme qui prendrait en compte toutes les formes de discrimination. Et c'est assez intéressant de l'entendre et d'être bousculé un peu par ces notions-là. Y a-t-il d'autres questions ? Juste peut-être une petite remarque, c'est pas moi ce que je trouve un petit peu dangereux pour le coup, c'est que c'est pas seulement des émorettes qui prônent ce discours-là, c'est que quand même ça fait partie aussi aujourd'hui, globalement aussi dans les médias, dès qu'on parle de wokisme, de déconstruction, c'est très clivant comme vocabulaire et c'est au sein de l'entre-soi féministe, on sait très rapidement de quoi on parle, mais dans les discussions de famille, d'entourage, même avec des gens qui sont d'une deux générations féministes, moi de mon entourage en tout cas, c'est très clivant quand même, les termes de wokisme, de déconstruction par exemple, et d'intersectionnalité, c'est pas seulement, et c'est pour ça qu'il y a un travail de pédagogie et de longue haleine qui reste encore à faire, pas seulement sur des extrémistes comme voilà. Oui, puis je pense que les médias aussi, enfin certains médias populaires ou certains, il y a des émissions dans lesquelles on aime, où le sport principal c'est de
de critiquer les féministes et de les caricaturer. Il y a une forme de radicalisme de ce féminisme-là. Il y a une volonté de choquer, de heurter, etc. Mais voilà, je pense que Gisèle Halimi, elle disait, elle trouvait qu'on n'allait jamais assez loin. Et donc je pense qu'elle n'aurait pas été plus offusquée que ça de la radicalité. Enfin, il y a des gens même qui sont contre les colleuses, qui trouvent que les colleuses vont trop loin, parce qu'elles collent des lettres noires sur fond blanc pour mettre des messages qu'on leur demande de coller. Je sais pas, c'est complètement fou d'imaginer que ça puisse choquer. En fait, d'inquiéter tous les gens aussi, j'avais beaucoup ça au conseil régional, qui s'inquiètent pour l'écriture inclusive. Ils disent ah là là, quelle horreur, l'écriture inclusive. Enfin, les gens ont vraiment du temps à perdre. Hein. Parce que si un point et un E posaient problème dans l'existence, si on n'avait que ça comme problème, mon Dieu, si j'ose dire. Oui, je vous remercie déjà de votre intervention qui est vraiment de qualité. Je voulais juste vous demander si, par rapport au travail que vous avez fait, le même travail pourrait être fait pour, alors évidemment dans un autre domaine, hein, mais pour les enfants victimes de violences, d'abus, d'inceste, tout ce qui est, parce que les enfants ne peuvent pas se défendre, et voilà, faire un peu le point dans les pays effectivement européens pour essayer de trouver des lois communes pour faire le même travail par rapport aux enfants et pouvoir les défendre. Mais oui, ce travail pourrait être complètement fait. Il y a des conventions internationales, hein, comme d'ailleurs pour les droits des femmes, mais il y en a aussi pour les enfants. Dans le MeToo, et notamment avec MeToo Inceste, nous, ça nous a amené à poser des questions effectivement dans les différents pays de l'Union européenne pour savoir comment était pénalisé l'inceste, comment est-ce qu'il était défini. Donc on est en train d'observer ça et de voir ça. Mais il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels il y a une interdiction pure et simple de l'inceste, par exemple. Voilà, il y avait au Royaume-Uni, il y avait ça, en fait, où il y a une stricte interdiction. Ici, il y a une réputée, donc maintenant, on est réputé de ne pas y avoir de consentement à l'inceste avant 18 ans. Ce qui laisserait entendre qu'après 18 ans, on peut consentir à l'inceste. Comme si l'inceste n'était pas quelque chose qui arrivait, était inscrit dans la sphère familiale depuis l'enfance. Et donc oui, on est attentif à ça, et c'est une partie de la clause dans le chapitre sur les violences. Et je vous recommande vivement, parce que moi je l'ai lu tout de suite après toute la série de livres, celui de Camille Kouchner, sur Olivier Duhamel, qui est quand même, je pense, le début du MeToo inceste en France, très clairement, avec Vanessa Springora, avec Christine Angot, dont le voyage dans l'Est est quand même, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais sidérant. Sidérant, les livres de Christine Angot, moi j'avais du mal à les lire, mais celui-là il est implacable en fait. C'est comme si elle se sortait de cette horreur pour arriver à le dire d'une façon très simple. Et ce qu'elle raconte est absolument odieux, mais vraiment. J'ai lu à cette occasion, après avoir lu ces livres-là, un livre qui s'appelle Le berceau des dominations. C'est d'une autrice qui s'appelle Dorothée Ducy. Ça s'écrit D-U-2-S-Y. Dorothée Ducy est anthropologue, et donc elle a écrit ce livre qui s'appelle Le berceau des dominations, une anthropologie de l'inceste. Elle a interrogé 80 hommes détenus pour des condamnations pour inceste, et elle a mené une enquête pour expliquer comment ça se passe, et quels sont les mécanismes, et elle a évidemment interrogé aussi les victimes. Et son livre est extrêmement intéressant, vraiment extrêmement intéressant, pour décrire la personnalité de l'incesteur. Alors elle crée le terme d'incesteur et d'incesté pour les victimes de l'inceste. L'incesteur, je le mets au masculin, c'est 96% des auteurs d'inceste sont des hommes, et 87% sont des victimes sont des filles, des petites filles. Elle donne toutes les statistiques. Et voilà, c'est extrêmement, à la fois, alors son livre est extrêmement renseigné, il montre surtout que les phénomènes d'inceste dans la famille se reproduisent à l'identique, notamment sur les mêmes liens de parentalité. Il y a un grand frère sur une petite sœur,
un père sur sa fille, un oncle sur... Et ça se reproduit un peu comme ça à l'identique. Et elle explique comment la personnalité de l'incesteur, qui est souvent quelqu'un, quel que soit le milieu social, d'extrêmement charismatique. On l'a vu avec Olivier Duhamel, principal conseiller de ceux qui écrivent la loi constitutionnelle. Donc, dans le genre charismatique, ça se pose là. On voit comment le patron de Sciences Po a dû démissionner. Comment tout ce monde-là, petit à petit, mais tout cet univers-là était au courant. Tout ça parce que la personne charismatique, quel que soit le niveau social dans lequel elle exerce sur son entourage depuis toujours une telle terreur qui est maintenue dans le silence, acceptée par tout le monde, parce que tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais personne ne le dit. Et il y a des passages d'une puissance dans son livre qui sont terribles, où elle parle notamment du rôle des fratries, où elle dit que la famille entière est rendue débile, est rendue incapable de réfléchir. Personne ne peut réfléchir, personne ne peut voir. Donc on continue à vénérer l'incesteur. Elle raconte comment des gens continuent à venir rendre visite à leurs voisins incesteurs en prison. Ça ne change rien. Parce que le poids, quand elle dit berceau des dominations, elle montre bien qu'on apprend là, et c'est l'objet de sa thèse, c'est de montrer que l'inceste instaure dans la cellule familiale la façon de domestiquer et de soumettre les plus faibles. Et comment c'est accepté par toute la société, dans une classe, elle dit c'est un enfant sur 10 en France, on dit un enfant sur 5, voilà, mais on voit bien l'élève qui va pas bien, la personne, on a tous eu dans notre classe des gens qui font des trucs un peu de travers, trash, qui sont en plein, voilà, mais tout le monde sait en réalité ce qui se passe, que cet enfant connaît des violences, personne ne dit rien, et c'est comme ça qu'on crée la domination, on accepte la domination. Et sa thèse est brillante, vraiment brillante, et extrêmement limpide. Et voilà, il faut le lire. Je trouve que c'est très puissant. Et voilà, même son écriture, son style est très puissant. Elle est elle-même victime d'inceste, et en fait, on le voit dans le fil de l'écriture apparaître en filigrane. On voit ça très progressivement, et c'est extrêmement violent et à la fois puissant. Pour comprendre tout ce qu'elle raconte, elle l'a expérimenté, hélas. Quelqu'un a une dernière question? Non? Un dernier mot? Alors, dans les statuts de l'association, il y a que dans le bureau de choisir, il ne peut pas y avoir d'hommes. Notre expérience, depuis 2 ans, nous a montré qu'en fait, qu'est-ce qu'ils sont capricieux, les hommes qui viennent travailler avec nous, c'est dingue. Là, on lui a rien demandé, il nous fait un logo alors qu'on lui a rien demandé. EuroRSCG nous a offert celui-là. On lui dit à la fin que on va pas le garder parce qu'on ne lui avait pas demandé. En fait, il n'y a aucune. Et bien, il boude. Depuis 2 semaines, donc on a quand même autre chose à faire. Donc on a tendance à se dire, bon, puis il y a eu des épisodes moins glorieux, enfin bref. Du coup, on va rester entre nous, si ça ne vous embête pas. Mais ils peuvent adhérer quand même. Voilà. Comment est-ce que je suis parfois découragée? Jamais quand je suis face à des gens comme vous. Et c'est ça qui est génial, donc il faut absolument continuer. Si, c'est décourageant, je pense, enfin, non, pas vous. Et je sais pas, moi, ce que j'aime bien, c'est justement rencontrer des gens, parler, raconter ce qu'on fait, et emmener le plus de personnes possible à défendre cette idée. Et ça, c'est ça la solution pour continuer. Et puis voilà, Gisèle, elle me disait ça, comme je vous l'ai dit, un jour où je vais la chercher, on doit aller à une réunion, et elle est vraiment déprimée. Même une fois, je me souviens, on avait comme dessinateurs dans notre journal, dans le journal de Choisir, on avait Cabu, Charb, Honoré, on en avait beaucoup, et en fait, ils sont tous morts dans la fusillade. Et là, j'ai entendu Gisèle pleurer pour la première fois au téléphone, et elle était vraiment, et c'est la première fois que j'ai senti vraiment
profondément désespérée. Et c'est après que je suis allée la chercher, on s'est réunis au moment de la manifestation, j'étais avec elle, et puis après on s'est revus. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'en fait, que pourquoi elle se levait, c'était parce que cet engagement, ça valait la peine. Et donc c'est parce qu'elle me disait, l'engagement, son mari était le secrétaire de Sartre. Et c'est ça, en fait, l'idée c'est vraiment de l'engagement, et l'idée que c'est la seule raison de vivre, c'est... la phrase de Charles qu'elle cite souvent, c'est... je ne sais plus si c'est celle de Charles ou si celle sur le... que ça sert à rien de venir sur Terre si c'est pas pour bouleverser les choses. Alors, c'est un grand projet. Tout le monde n'y arrivera pas, peut-être, mais ça serait super désespérant, au moins, ce serait désespérant si les gens n'essayaient pas. Donc au moins essayer, parce que rien que pour soi, ça fait tellement du bien en fait, et ça c'est tellement intéressant, et ça rend tellement plus heureux de regarder vers le haut en fait que de rester seul et de se plaindre. Donc en fait, il faut vraiment y aller, où que ce soit et au niveau où on veut et on ne peut plus. Un dernier mot peut-être, c'est moi je m'autorise cette question. Vous employez beaucoup le présent de l'indicatif en parlant de Gisèle. Elle est toujours là. Clairement, oui, elle est toujours là. Enfin, je veux dire, hélas, non, elle n'est plus là. Oui, moi je trouve qu'elle est encore là, vraiment. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Elle est... parce qu'effectivement, quand on a eu la chance de la connaître, parce que c'était vraiment une chance, il y avait quelque chose dans cette puissance de vie, là, dans cette espèce de... Elle a connu des choses très douloureuses dans son enfance, elle se tient pour responsable de la mort de son petit frère, qui est mort brûlé. Elle avait 7-8 ans, et sa mère s'est absentée, son petit frère s'est bouillanté avec quelque chose, et sa mère la déteste, et elle a le sentiment que tout ça est lié, que sa culpabilité à elle est profonde. Et en fait, comme je pense, comme tous ceux qui ont une telle blessure ou fêlure, elle a un truc très puissant, vivant, et une énergie vitale hyper puissante. Tous les matins, elle se réveillait très tôt et elle allait marcher 1 heure, mais quand elle dit, moi je voulais l'accompagner, et en fait on a l'impression elle marche, mais en fait elle va à la vitesse de quelqu'un qui court. Je suis petite certes, elle était plus grande que moi, mais il fallait vraiment la suivre, quoi. Et tout le temps, toute sa vie, elle a marché à fond pendant 1 heure, tous les matins, et après elle a tout le temps cette joie, ce sourire, elle rit, elle adore les blagues, elle adore la vie. C'est une très bonne vivante, donc il n'y a aucune raison que... D'ailleurs, un de ses fils disait que elle ne serait pas bien du tout au Panthéon, c'est trop d'ombre. Voilà, elle est solaire, donc en fait, elle peut être éclipsée de temps en temps, mais elle n'est jamais très loin. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas quel est le prochain rendez-vous du café citoyen, pardon. C'est le fait d'avoir une prof de lettres à côté. Oui, je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro. Donc c'est le 9 mars, Marie-Christine l'a dit tout à l'heure, le 9 mars, dans cette même salle, avec un représentant de l'association Un bout des médias, une association qui est présidée par Julia Cagé, économiste, spécialiste des médias. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc c'est quelqu'un de l'association qui viendra parler de la concentration du pouvoir financier dans les médias. Que ce soit la presse, la télé, on pense bien sûr notamment à Vincent Bolloré. Mais pas que. Voilà, donc 9 mars.